Juste un chiffre, pour continuer de vous édifier après ce matin, juste un chiffre, en 3 ans, les notifications faites équivalent à 21 millions de dossiers patients exposés à des pertes de confidentialité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été se balader dans la nature, les 21 millions de dossiers patients. Mais enfin, vous voyez, ça fait, rapporté à notre population de 65 millions, bon, ça fait un bon paquet. Pendant longtemps, des mauvaises langues se sont demandé s'il y avait un pilote dans l'avion en matière de système d'information de santé, d'e-santé comme on dit maintenant. La réponse est il y en a un. Je suis venu pour affirmer qu'il y a bien une politique et une gouvernance de l'informatisation du système de santé aujourd'hui, qu'il y a une stratégie nationale de santé et qu'elle doit reposer sur des systèmes d'information, sur le partage d'informations entre les professionnels pour travailler mieux, pour mieux prendre en charge les patients. On a là un enjeu de qualité des soins et partager l'information, disposer de la bonne information pour les professionnels, c'est mieux soigner les patients. La e-santé progresse. Pendant longtemps, on a eu le sentiment que c'était un domaine un peu négligé, compliqué, avec beaucoup de contraintes pour les établissements, les difficultés d'informatisation des hôpitaux dont on a beaucoup parlé, mais il n'y a pas que les hôpitaux, il y a aussi les professionnels de santé libéraux, il y a les agences de santé, tout le monde. Désormais, le partage d'informations, la disponibilité de l'information, mais la protection aussi des données de santé personnelle, constituent des sujets majeurs, stratégiques, parfaitement identifiés, aussi bien par les services du ministère que par l'assurance maladie ou les assurances complémentaires, les agences de santé, etc. Bon, j'insiste quand même sur le fait qu'aujourd'hui, les systèmes d'information de santé, encore une fois, en établissement, chez les professionnels libéraux, isolés en groupe ou dans les agences sanitaires, ces systèmes sont vulnérables, sont extrêmement vulnérables. Il ne faut pas tourner autour du pot, il y a des problèmes. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu de catastrophe. On n'a pas eu un hacker qui a piqué 300 000 dossiers et qui a demandé 10 millions d'euros pour les rendre. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête que désormais, on ne fait pas juste du droit. Il ne s'agit pas de respecter le secret médical ou le droit des patients à leur vie privée. On a désormais un enjeu de sécurité des soins à travers la sécurité des systèmes d'information. La SSI, c'est de la qualité des soins. C'est très important. Il faut que la demande évolue, il faut que l'offre évolue également et on compte sur les industriels. C'est une démarche permanente. On va remettre sur le métier en permanence les référentiels, les recommandations qui sortiront de l'APG SSI. Ce qu'on veut, c'est des exigences réalistes, mais sur lesquelles on sera intraitable. Contrairement au décret de 2007, on ne demandera pas la Lune, on demandera des choses modestes, mais on exigera qu'elles soient respectées. Alors, où est-ce qu'on en est dans la PGSSI aujourd'hui ? Je le dis en toute sincérité, pas aussi loin qu'on le désirerait. Il y a des gens qui se dévouent pour l'intérêt commun, mais c'est un peu long et on n'a pas autant de documents disponibles qu'on l'avait imaginé aujourd'hui. On a quelques sujets majeurs sur lesquels il faut absolument qu'on avance. C'est l'authentification des professionnels, l'authentification des patients, la signature électronique. Il faut qu'on remette à plat le dispositif d'agrément des hébergeurs qui est aujourd'hui pas du tout satisfaisant. En fait, il est dépassé puisqu'en fait, on l'a conçu en 2004-2005 et on est maintenant 10 ans après. Et je crois vraiment que ce domaine de la sécurité qui a longtemps été un peu laissé de côté doit devenir un enjeu important. Il n'y aura pas d'informatisation de la santé sans confiance des professionnels, confiance des patients. Et donc, je crois que cette journée a été très utile. Et en tous les cas, le ministère regardera avec attention ce qui se passe dans les régions et on reviendra en Bourgogne avec plaisir. On peut constater d'ores et déjà qu'il y a un début de mobilisation des acteurs, des chefs d'établissement, des URPS pour les professionnels libéraux, et que ce sujet n'est plus aussi rébarbatif et répulsif qu'il a été jusqu'à présent. Il y avait en même temps ce matin une réunion au ministère sur la sécurité des systèmes d'information, donc vous voyez que les initiatives se multiplient et je pense que tous ici on s'en réjouit. La CNIL est une autorité qui est en charge de la protection
de la vie privée des gens et notamment des données personnelles. La CNIL, c'est pas un empêcheur de tourner en rond, mais c'est juste une autorité qui est là pour réguler. Donc la CNIL est une AAI, c'est une autorité administrative indépendante. Elle est libre dans son action, elle est libre dans les contrôles qu'elle va mener, aussi bien sur les organismes privés que publics. On n'aura jamais un risque zéro. Par contre, ce qui est important, c'est de bien quantifier les risques au regard de la criticité des données. Une fois qu'on a évalué ces risques-là, de mettre en place les mesures qui permettent d'avoir au final des risques résiduels que du coup on considère acceptés. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où il y a un traitement qui est mis en œuvre dans un cadre professionnel, il doit être déclaré à la CNIL. Ça peut faire par exemple l'objet d'une autorisation, c'est-à-dire que tant que la CNIL n'a pas validé les modalités de mise en œuvre, le traitement n'est pas autorisé. On est intégré aussi dans le processus d'agrément des hébergeurs, parce qu'on est saisi pour avis par rapport aux dossiers qui soumettent pour avoir un agrément. Donc, pour que la loi informatique et liberté s'applique, il faut qu'on soit en présence tout d'abord d'une donnée à caractère personnel. Donc c'est une donnée qui porte sur une personne physique identifiée ou susceptible de l'être. Et dans le susceptible de l'être, il est très important de considérer l'ensemble des mesures permettant l'identification. Ensuite, il faut qu'il y ait un fichier, un traitement. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est toute opération portant sur ces données. Ça peut être de la collecte, de l'enregistrement, de la conservation, de la modification. Donc en fait, à partir du moment où on a plusieurs données à caractère personnel et qui est rangée de manière ordonnée, on est en présence d'un traitement. Et enfin, il faut qu'il y ait un responsable de traitement. Donc en fait, c'est une personne, un organisme ou une autorité publique qui définit les finalités et les moyens d'un traitement. Donc dans le cadre de la santé, il y a des cadres légaux qui définissent des durées de conservation qui peuvent être parfois très longues, mais dans tous les cas, il y a une durée de conservation qui est définie. Ensuite, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité adéquates qui permettent d'assurer donc, les 3 grands piliers de la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On se rend bien compte aujourd'hui qu'avec le développement de tous les réseaux sociaux, etc., la donnée personnelle devient une donnée très critique. Et enfin, dans tous les cas, toutes ces modalités-là doivent toujours respecter les droits des usagers, à savoir le droit d'information, d'accès, de modification, de suppression et d'opposition. Une notion qui est très importante dans le cadre de la donnée de santé et qui permet de comprendre la lecture de la CNIL au regard des données de santé, c'est le besoin d'en connaître pour la prise en charge du patient. Un professionnel de santé, un médecin, il peut légitimement accéder à ces données parce qu'il a besoin d'en connaître, de la donnée, pour traiter le patient. Une infirmière également. Par contre, un administrateur de base de données, il n'a pas le besoin d'en connaître, sauf cas particulier. Il faut que, quand vous définissiez les droits d'accès, il ne faut pas que ça soit par rapport à une personne, parce que si la personne part, on va perdre les droits qui étaient posés. On les pose par rapport à des groupes, et ensuite, quand une personne arrive, on va mettre cette personne dans un groupe. Et enfin, elle doit être basée sur le principe du moins de privilège. Donc ça, c'est très important. C'est par défaut, une personne à qui on ouvre un compte n'a aucun droit. Et ensuite, en fonction de son besoin d'en connaître, on va lui poser des droits pour accéder à tel type de données. La CNIL est dotée d'une direction des études, l'innovation et de la prospective qui a été créée il y a quelques années et qui est justement en charge de ne pas regarder les fondements juridiques mais se poser la question de qu'est-ce qui sera fait demain avec les systèmes d'information. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait une authentification forte, donc des moyens équivalents à la carte CPS. Après, on est ouvert à toute mesure technique qui permet d'avoir une authentification forte. Donc ce qui est recommandé, quand l'organisation de l'organisme le permet, c'est de mettre en place 2 équipes, une qui gère techniquement le système et une qui gère la partie sécurité et qui va s'occuper des traces. Et le SIL peut être externalisé. Si c'est vraiment un petit organisme, il peut faire appel à un consultant extérieur, donc un avocat, un expert technique, etc., qui remplira sa fonction de SIL sur une demi-journée par semaine ou une journée par mois, etc. Le SIL a l'avantage d'avoir de nombreuses formations qui sont délivrées par la CNIL de manière gratuite. Et donc c'est une personne qui a vraiment une valeur ajoutée dans le cadre de la mise en œuvre de traitements, surtout quand vous êtes sur des traitements de données sensibles. Énormément d'acteurs différents, chacun avec sa vision. C'est intéressant aussi de par les questions qu'on a eues parce que voilà, il y a une réalité terrain qui est importante. Le terme régulation est très important. La CNIL n'est pas là pour interdire, la CNIL elle est là pour contrôler. Si on définit une doctrine qui n'est pas applicable, c'est du travail qui a été fait pour pas grand-chose. Mine de rien, cette histoire d'hébergeurs agréés, elle remonte à 2002. 2002, loi Kouchner sur les droits du patient et première mention du fait que les établissements peuvent déposer des données auprès d'hébergeurs agréés. Je dirige IDS, Informatique de Sécurité, qui est l'hébergeur de l'espace régional de santé de la région Bourgogne. Par ailleurs, j'ai fondé et je préside l'association des hébergeurs agréés. En 2007, on reparle agrément, mais grosso modo, pour constater qu'on n'est pas prêt à l'appliquer. De cette époque-là, je dirais, il a resté pendant très longtemps un cheminement de concert entre les problématiques d'agrément et les problématiques de DMP. Il y avait beaucoup de confusion dans les textes entre 2 rôles.
le rôle d'hébergeur strictement parlé et le rôle de responsable de traitement. Je réfléchis depuis quelques temps sur ce rôle d'hébergeur agréé, ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut signifier. On traite aussi des problèmes purement de mécanismes sur l'obtention, le renouvellement, les évolutions de l'agrément. Alors, les exigences, elles sont de nature. Des exigences portant effectivement sur ce qu'on discute depuis ce matin, la sécurité des données dans ses 4 composantes, disponibilité, intégrité, confidentialité et un abominable auditabilité où on peut retrouver de la preuve, de la non-répudiation, de la traçabilité, enfin quelques termes plus français. Et un deuxième volet autour de la conformité légale, je dirais essentiellement de la défense des droits du patient. Et l'hébergeur de données de santé, il doit assumer ces 2 rôles, ces 2 volets, alors qu'il n'est qu'un maillon dans une chaîne de services. L'hébergeur industriel, ce qu'il va chercher à faire, c'est à standardiser, rationaliser une offre pour l'industrialiser et pour tirer les prix au maximum. Nous, sur la donnée de santé, il y a énormément de travail autour de la mise en conformité par rapport aux règles de sécurité, mais aussi aux droits du patient. Donc son rôle à l'hébergeur agréé, c'est quoi ? C'est d'assurer la sécurité de l'information et la conformité légale des traitements, mais pour toute la chaîne. Donc l'hébergeur agréé, finalement, c'est un espèce de RSSI imposé vis-à-vis des promoteurs. Et c'est tout ce travail d'accompagnement où on imagine des solutions contractuelles, des solutions techniques, des solutions d'architecture, de flux, d'usage, etc. pour faire en sorte que la donnée de santé soit accessible sans mettre en péril le droit du patient et la protection des données. Donc un hébergeur agréé, ça peut être toutes sortes de choses. Le minimum absolu, c'est il fait une analyse des risques et il formalise contractuellement les périmètres de prestation, les risques qu'il reporte. Et puis en plus, il fait son propre traitement de risque. Donc derrière, c'est bien à la personne qui recourt à un hébergeur agréé de s'assurer du type de prestation qu'il a en face de lui et de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui va m'accompagner techniquement ou qui va juste mettre le doigt sur les risques et me laisser les traiter. On parlait d'hébergeurs co-responsables de traitement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui de par les textes. Je pense que ça fait tout à fait sens. Donc c'est beaucoup de travail en fait de conception, d'ingénierie. La partie hébergement là-dedans, c'est plus que de la cuisine à la fin. Donc l'hébergeur agréé, à défaut d'être à ce jour un co-responsable, c'est en tout cas un soutien et un soutien essentiel des responsables de traitement.